Donc on va parler d'automatisation du circuit du médicament dans les établissements. Et donc j'ai la joie d'accueillir donc le docteur Julie Hazard, donc responsable du pôle produits de santé, pharmacie, biologie à l'ARS, et le docteur Emmanuel Cueil, pharmacien au centre hospitalier spécialisé Charles Perrins. Donc quelques mots d'introduction. Donc comme je vous disais, on va aborder les enjeux de l'automatisation du circuit du médicament, qui est un sujet finalement qui n'est pas nouveau, puisqu'au sein des établissements de santé, les systèmes d'automatisation sont mis en place depuis un certain nombre d'années. Et Emmanuel nous dira qu'au sein de son établissement, c'est mis en place depuis une dizaine d'années. Mais c'est un sujet qui reste au cœur des enjeux et de l'actualité, puisque comme le disait Madame Tagliana en introduction, on a des vraies orientations au niveau national, donc via l'appel à projet. Donc Julie en reparlera. Voilà, donc sans plus tarder, je passe la parole à Julie Hazard. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci à l'Omédite pour l'organisation de cette journée et puis de m'avoir invité à partager sur cette thématique de l'automatisation du circuit du médicament. Moi, je vais aborder la partie panorama et principaux enjeux. Vous l'avez entendu tout à l'heure, en effet, la directrice générale adjointe a rappelé l'importance de cette thématique qui, en effet, n'est pas nouvelle. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, on se penche sur la question, c'est parce que dans vos organisations, de plus en plus, cette question se pose, puisque en termes d'impact organisationnel et sur la sécurité, c'est une solution qui est quand même intéressante. Le deuxième aspect, je rejoins la présentation précédente, j'entendais votre conclusion, Madame Benard, et je retrouve à peu près les mêmes thématiques. Que ce soit au niveau de la gestion de projet, les outils, le travail en transversalité. On retrouve un petit peu toujours ce même format des principaux enjeux. Je vais y revenir dans ma présentation. Je ne sais pas comment on fait passer le... Ah, c'est là. D'accord. Vers le haut ou vers le bas? Voilà. Donc, moi, je vais présenter la partie panorama et enjeux avec Antoine qui va aborder la partie enquête réseau Médite sur cette thématique. Donc, d'abord, il faut savoir de quoi on parle. Parce que quand on parle d'automatisation, c'est un sujet qui est assez, finalement, quand on donne ce mot, c'est assez large, finalement, qu'est-ce qu'on entend. On a la chance d'avoir l'ANAP qui a travaillé beaucoup sur le sujet depuis un certain temps et qui a publié un certain nombre de documents que je vais pouvoir vous présenter. Si on prend les définitions très classiques du Larousse, l'automatisation, c'est l'exécution totale ou partielle de tâches techniques par des machines. Voilà, je pense que c'est assez clair, la définition elle est simple. On a l'usage de machines et la réalisation de tâches techniques. Si on prend des définitions, on va dire industrielles, on va un petit peu plus loin. C'est l'application de la technologie, des programmes, de la robotique ou des processus pour obtenir des résultats avec un minimum d'intervention humaine. Là aussi, on voit à peu près ce que ça veut dire. La question, on y reviendra au niveau des enjeux et des ressources humaines, parce que là, il y a vraiment un sujet à partir du moment où on met en place de l'automatisation. De quoi on parle aussi en termes de périmètre. Aujourd'hui, on est assez au clair là-dessus. On est bien sur toute la chaîne du circuit du médicament. Pas seulement ce qui est fait dans les PUI, mais également dans les unités de soins. On a parlé des armoires tout à l'heure, j'y reviendrai. Mais également toute la chaîne logistique autour du circuit du médicament. C'est ça l'automatisation. Et puis le champ, on est bien sur les médicaments, les dispositifs médicaux stériles, non stériles. Donc là, on est au clair, on voit à peu près de quoi on parle collectivement. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'interprète les derniers textes et publications que j'ai pu observer. Donc en termes de présentation, quatre grands points. Premièrement, le panorama. Deuxièmement, les principaux enjeux, et je pense par l'exemple du docteur Cueil, il sera illustré.
Le focus sur l'appel à projet national Sésame et enfin focus sur l'aspect automatisation, autorisation, rôle de l'ARS, plus spécifiquement sur cette thématique. Alors sur le panorama, premièrement, donc je vous ai parlé de ces documents qui ont été publiés par l'ANAP au mois d'avril 2025. Ils sont bien faits puisqu'ils sont très complets et ça permet d'avoir vraiment une visibilité de ce dont on parle, puisqu'ils sont allés assez loin en fait dans ce qu'on entend par solutions d'automatisation. Ils ont classé en 4 catégories. Les solutions de stockage, délivrance, dispensation, les solutions qui sont liées aux préparations, notamment ils vont jusqu'à la radiopharmacie, les automates d'injection, les solutions logistiques, les solutions en stérilisation. Solutions en stérilisation incluant typiquement les sorties de charge automatisées, les solutions de transport, etc., etc. Les solutions de préparation vont être essentiellement sur le champ de la chimiothérapie et de la nutrition parentérale. Solutions de préparation avec aujourd'hui de développement d'automates, de robots de préparation de chimiothérapie. Là aussi, on a vraiment un sujet sur notre territoire de déploiement de ce type d'équipement qui est à ce jour très peu développé en Nouvelle-Aquitaine. On a des gros établissements en France qui se sont lancés là-dedans et de plus en plus, voilà, il y a de la bibliographie sur cette thématique. Je fais juste un focus sur les solutions de stockage, délivrance, dispensation. Je fais 3 focus pour vous représenter un peu ce qui est développé dans le document de l'ANAP. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont fait, ils vous apportent toute une gestion de projet autour de ces différentes solutions, en définissant de quoi on parle, en exposant, on va dire, les avantages, inconvénients, et en vous aidant, en vous donnant toutes les solutions qui sont actuellement sur le marché et même les établissements qui sont actuellement équipés par ces équipements. Donc c'est vraiment très aidant pour vous, si vous vous lancez dans ce genre d'achat ou d'investissement. Et qu'est-ce qu'on observe ? Les solutions de stockage, dispensation et délivrance sont essentiellement développées dans les PUI. La seule solution aujourd'hui en unité de soins, ce sont les armoires informatisées de stockage. Donc certains établissements ont ce type d'équipement. Il y avait eu un accompagnement pour les établissements de psychiatrie dans les années 2010, un accompagnement financier du ministère, donc qui a permis à ces établissements de s'équiper. Aujourd'hui, il n'y a pas de financement national similaire à ma connaissance, mais là aussi, la preuve de concept a quand même été faite. Et sur les PUI, en fait, vous voyez le champ, ça va des automates de dispensation à délivrance globale, c'est les équivalents qu'on trouve dans certaines officines, mais à échelle PUI. Et également, ils développent tout l'aspect, les stockeurs rotatifs, ça c'est quelque chose qu'on trouve relativement dans vos établissements. Et puis après, on a des échelles plus grandes avec les tours de stockage, les transstockeurs, les paletiers. Ça va assez loin sur la description des équipements. Donc ça, c'est pour la partie stockage. Le deuxième aspect, mais les photos ont sauté, mais c'est pas grave, ce sont les automates de PDA. Là, il y a un véritable enjeu actuellement sur ce sujet. Il y a 3 grands types d'automates, les automates de reconditionnement, de surconditionnement et les automates de dispensation nominative des solutés buvables. Là, j'y reviendrai dans ma partie conclusive finalement pour les ARS, c'est qu'actuellement, il n'y a pas de texte qui décrit précisément ce qu'on attend de ces automates de PDA. Il n'y a pas de texte qui dit le surconditionnement, le reconditionnement, voilà. Qu'est-ce qui est préférable, etc. Il n'y a pas de texte. Donc aujourd'hui, en fait, on a ce champ-là d'automates avec un développement assez différent sur les établissements. On trouve essentiellement du surconditionnement quand même. Et ensuite, sur les solutions logistiques, il y en a un certain nombre sur le marché. Donc, ils incluent la nappe, les solutions de type transport pneumatique, c'est-à-dire que ça fait partie des solutions d'automatisation. Les robots de transport, donc dans des établissements, on en trouve. Des convoyeurs automatiques, les systèmes automatisés, je vous en parlais tout à l'heure. Donc ça, on est vraiment sur des solutions logistiques à l'échelle de l'ensemble de la chaîne du circuit du médicament. Mais ça fait partie de ces solutions. Je passe la parole à Antoine sur la partie analyse réseau médical. Ouais.
rapidement, pour avoir une idée du déploiement donc, au sein des établissements de santé. Au printemps 2025, dans le cadre du saisine de la Cour des comptes, et d'ailleurs à ce sujet, je pense que vous avez vu cette semaine, le rapport est sorti. Donc le réseau Médit a été sollicité pour répondre aux deux questions, en gros, sur l'état de mise en œuvre au sein des établissements de santé, donc sur la France, des robots donc, ou des automates, donc de déconditionnement et de reconditionnement. Et les établissements de santé qui ont mis en place la dispensation à délivrance nominative d'une part et la délivrance journalière individuelle nominative d'autre part. Voilà. Donc alors on ne vous a pas sollicité puisqu'on disposait des données de la statistique annuelle des établissements, la SAE. Alors c'était un peu vieux, 2022, sachant que c'est un recueil qui est fait tous les 2 ans, donc je pense que vous l'avez refait en 2024, mais en tout cas, quand on a fait l'analyse, on disposait que des données 2022, mais bon, qui permettent de disposer d'un ordre d'idée, puisque alors sur les automates pour préparation de doses unitaires avec déconditionnement, puisqu'on avait ciblé l'analyse sur ce type d'automate, donc le résultat Nouvelle-Aquitaine, donc 7,2% des établissements de santé. France un peu plus, 8,8%. Concernant la dispensation individuelle et nominative des médicaments, donc tout encore sur les automates, donc 6,8% des établissements, donc sur la région Nouvelle-Aquitaine, un peu plus sur la France, 8,4%. Et concernant la dispensation individuelle nominative, alors journalière, hebdomadaire ou autre, puisque l'indicateur de la SAE recueillait l'ensemble de ces types de dispensations sans pouvoir les distinguer. Donc 51,9% des établissements l'avaient mis en place en 2022 en Nouvelle-Aquitaine contre 56,2% sur la France. À noter sur les autres types d'automates, donc on a les données nationales qui sont d'ailleurs citées dans la note d'information de l'appel à projet. Donc 7,9% des établissements sur la France disposaient en 2022 d'un automate de stockage et de préparation de commandes, et 5,7% des établissements disposaient d'un automate de préparation de doses unitaires avec surconditionnement. Voilà, donc des ordres de grandeur à la fois sur la France et la région Nouvelle-Aquitaine. Merci. Donc voilà, globalement, on peut observer quand même que les chiffres sont quand même relativement faibles. Ça, on peut conclure, je pense, là-dessus. En tout cas, sur la partie automate de stockage, préparation et doses unitaires. Alors, au niveau de l'ARF, vous savez, on a donc cette campagne de réautorisation des PUI là, qui touche à sa fin, qui nous a permis d'avoir quand même un certain nombre de données. On n'a pas réalisé pour l'instant les bilans quantitatifs. On va pouvoir le faire dans les prochains mois parce qu'il faut sortir de la campagne pour mâcher et synthétiser. On a quand même une majorité d'établissements qui ne sont pas automatisés au sens de ce qu'on a vu précédemment, de la définition que j'ai donnée. On a des PUI qui ont des stockeurs rotatifs. On a quelques établissements qui ont des armoires automatisées, mais clairement, voilà, il y a quand même une grosse marge de manœuvre sur cette thématique. Moins d'une dizaine, je dirais, d'établissements ont automatisé la PDA. Il y a actuellement plusieurs projets qui sont en cours. La campagne de réautorisation a quand même eu cet effet d'inciter fortement les établissements à revoir leur PUI. Donc ça a quand même questionné un certain nombre de directions, de refaire l'outil, de refaire les locaux. Voilà, donc cette question, elle se pose aussi actuellement parce qu'il y a eu cette campagne aussi qui a quand même pas mal poussé les établissements. Et puis, on a des enjeux aussi autour de la coopération. Et les projets de PDA, c'est le sujet assez emblématique sur la thématique de l'automatisation.
J'ai essayé de résumer en une diapo, on va dire, les 4 principaux enjeux, et j'espère ne pas en oublier, mais excusez-moi, certainement il y en aura d'autres. Premièrement, la sécurisation. C'est quelque chose qu'on entend quand on a le sujet de l'automatisation, on se dit ça va sécuriser. Évidemment, on a tout un tas d'enquêtes qui nous montrent qu'il y a beaucoup d'événements indésirables évitables sur le circuit du médicament, que de plus en plus par l'usage, on a montré qu'il y a une sécurité qui est apportée par ces automates. Toutefois, quand même, il faut être vigilant parce que ça peut générer d'autres risques en fait. Par exemple, je citerai les risques qui sont liés au paramétrage des automates, les risques qui sont liés au backup nécessaire, c'est-à-dire que si l'automate il plante, il faut une solution. Là tout est bloqué. Donc il y a d'autres risques générés. Donc oui, de la sécurité, on a de la BBO, mais vigilance aussi, d'annoncer à tout va cette notion de sécurité. Deuxièmement, les infrastructures, l'infrastructure. Le sujet, pour moi, majeur, c'est la partie SI, l'interfaçage, l'interopérabilité. C'est nécessaire pour initier le moindre sujet d'automatisation. On n'est pas sur une installation d'une étagère pure. Si on met une armoire, elle doit être forcément interfacée. Donc il y a beaucoup de travail préalable autour de cette thématique. Et puis le dimensionnement des locaux. C'est-à-dire que pour installer ce type d'équipement, quel qu'il soit, que ce soit on a vu les tortues, là, il faut une infrastructure au niveau des hôpitaux. Pour installer des armoires dans les services également. Pour installer une armoire de dispensation globale, il faut de la surface et puis il faut de la tenue au sol. Enfin, ça pose plein de sujets de dimensionnement. Ensuite, le coût. Évidemment, je ne vous apprends pas les chiffres d'investissement que ça peut représenter. Et beaucoup de travail autour du retour sur investissement pour les directeurs d'établissement. Qu'est-ce que ça va apporter ? Je pense beaucoup de travail pour convaincre aussi de la pertinence d'un tel investissement. D'où le sujet de la coopération, du travail de coopération entre établissements. Les textes qui sont sortis en 2016-2019 permettent d'engager ces coopérations. C'était l'objet des textes qui sont sortis d'ailleurs sur les PUI initialement. Et puis ça pose la question du dimensionnement de l'investissement. Et le coût aussi, c'est le coût de la maintenance. Je crois que le docteur Cueil, le coût de la maintenance et de des consommables et sujets d'ailleurs écologiques. Parce que certains consommables sont quand même très très importants sur les équipements de préparation en PDA. Et puis la gestion de projet, donc là c'est pareil, je pense que l'exemple va vous le montrer, la conduite du changement et puis la réorganisation du travail. C'est pas parce qu'on a un automate qu'il faut moins de RH. Je ne suis pas certaine de ça. En tout cas, la réaffectation est à mener en parallèle. La réaffectation et la conduite du changement du travail, notamment des préparateurs. Profiter de ce type de mise en place pour développer d'autres activités comme la pharmacie clinique. De gros établissements y sont allés et ils ont montré leur pertinence. 2 focus. Premièrement, sur l'appel à projet Sésame. Donc on voit bien là que le national souhaite vraiment accompagner les établissements. Donc c'est vraiment un affichage vraiment national. Donc c'est un soutien méthodologique financier qui est apporté. C'est une enveloppe de 20 millions d'euros qui permettra d'accompagner en termes de coûts, mais également en termes de retour d'expérience. Ça a été essentiellement rédigé par l'ANAP. Donc le champ, je vous l'ai rappelé, on est sur les automates qui sont liés à la PDA essentiellement et les automates de délivrance globale automatisée sur le champ du médicament et des DM. Donc le soutien au financement portera sur le coût de la livraison et les logiciels à hauteur maximum de 50% du prix d'achat, sachant que la limite n'est pas encore fixée. Donc là, actuellement, en fait, les ARS ont été sollicités pour des avis consultatifs sur les projets déposés jusqu'au 15 septembre. Donc c'est en cours, sachant que c'est un jury national de toute façon qui décidera. Donc notre avis est consultatif. Et théoriquement, ça sera au mois de décembre que les projets seront décidés.
Et enfin, dernière diapo sur la partie automatisation et autorisation de PUI. Donc, comme je vous le disais, la difficulté pour nous et pour vous aussi, c'est finalement sur les textes, on a évidemment les textes applicables qu'on connaît, les BPPH qui sont en cours de révision, les bonnes pratiques de préparation, le code de la santé publique, mais finalement on n'aborde pas énormément dans ces textes tout ce qui est lié à l'automatisation et ses risques. Donc aujourd'hui, les évaluations qu'on peut faire en autorisation, on a une approche surtout qui est liée à la sécurité et au risque. Mais on ne peut pas vous préconiser, on va dire, tel ou tel outil plus qu'un autre, parce qu'aujourd'hui, le cadre, il est aujourd'hui pas forcément rédigé. Donc besoin aussi en termes de réglementation, ça rejoint le sujet précédent, besoin de texte aussi sur ce thème. Et globalement, en fait, quand il y a une installation d'automates, notamment en PUI, que ce soit un automate sur les missions générales ou sur la partie activité à risque, ça ne va pas être le même processus d'autorisation, déclaration au niveau de l'ARS. Donc, point de vigilance, voilà, n'oubliez pas de solliciter les équipes si vous avez ce type de projet, puisque donc vous avez le résumé là. En gros, il faut une autorisation à partir du moment où vous bougez une activité à risque. En gros, il faut penser à ça. Vous bougez des locaux, activité à risque, il faudra une autorisation. Sur les projets de PDA, ce n'est pas une activité à risque, la préparation des piluliers. Donc, c'est uniquement une autorisation si c'est une activité nouvelle pour votre établissement ou si vous faites la prestation pour quelqu'un d'autre. Il faudra une autorisation. Sinon, le reste, c'est de la déclaration. Donc, juste pour conclure et passer la parole au Dr Cueil, l'ARS a un rôle là-dessus, sur l'accompagnement évidemment des établissements dans leur gestion de projet et sur ensuite l'aspect autorisation. Et puis aussi un rôle de vigilance sur cette thématique dans le cadre du déploiement. Voilà. Donc je passe la parole au Dr Cueil pour la suite, l'exemple. Merci. Le docteur Julie Hazard a déjà dit beaucoup de choses parce que vous étiez venu pour l'autorisation PUI. Donc on a pu en discuter en effet. C'est dans l'autre sens. Bon, ça marche. Alors, donc, il m'a été demandé de faire un retour d'expérience de Charles Perrins. On va parler comment on l'a piloté, on va voir comment ça fonctionne. Et puis, c'était intéressant de se poser, de savoir un peu comment on a redéployé nos activités, aussi bien pour les préparateurs que pour les pharmaciens. Alors, Antoine. J'y arrivais, moi. Ah, ok. Alors, grande chance à Charles Perrins, on est en 2012 et on a un directeur qui a cette volonté. 2012, un directeur qui a cette volonté. C'est le directeur des services financiers, du système informatique, des travaux et de la logistique. Donc, quand on se retrouve face à un directeur qui a cette volonté et qui a les différentes clés, bien sûr que c'est plus simple. L'idée, c'était de sécuriser le circuit du médicament à personnel constant. Nous, on était bien sûr très favorables du côté pharmaceutique. Surtout qu'on avait déjà l'idée avec Anne-Laure de Bruyne de développer les activités de pharmacie clinique. Mais pour nous, c'était envisageable si, au départ, déjà, on sécurisait notre circuit du médicament. Alors, il faut vous donner quand même quelques chiffres du centre hospitalier Charles Perrins. Charles Perrins, c'est de la psychiatrie. C'est vrai que c'était intéressant de commencer par la psychiatrie. Pourquoi ? Parce qu'on a surtout de la voie orale et qu'on a des durées médicales de séjour qui sont, on voit, de 32 jours. Donc, bien sûr, plus simple en psychiatrie de mettre en place ce type de démarche. Alors, le projet, on a commencé par créer un copil pluriprofessionnel où on avait, bien sûr, des soignants, des médecins avec nous, mais on avait la logistique, on avait l'informatique. Et comment vous dire que l'informatique,
c'est peut-être le plus important dans le projet. Et donc logistique, informatique, les travaux qui étaient présents également, les soignants, les médecins. Alors on s'est dit, on ne connaît pas grand-chose, on ne sait pas ce qui est développé dans d'autres sites, on va se déplacer sur d'autres sites. Très bien. On est allé à Lyon, on est allé à Toulouse, on est allé à Lorient. Ça nous a permis de voir les organisations sur ces différents sites. Et puis, c'était très intéressant aussi parce que finalement, on a appris à se connaître, on s'est déplacés ensemble et ça a créé finalement un groupe qui avait envie de travailler sur l'automatisation. Ensuite, on a défini notre périmètre, à savoir qu'on a vu qu'on a des hôpitaux de jour, mais nous, on a voulu le faire que sur l'intra. Donc, on avait à peu près 400-500 lits en intra Charles Perrin, c'est-à-dire de l'hospitalisation complète. Et puis, on ne voulait pas travailler sur les demi, parce que c'était déjà une façon de travailler à Charles Perrin où c'était les infirmiers qui, au dernier moment, cassaient les demi-comprimés. Ensuite, il a fallu quantifier notre activité. C'est très important de quantifier, une fois qu'on connaît le périmètre, c'est de quantifier l'activité. Donc, on a calculé, un jour donné, combien de comprimés on donnait à Charles Perrin. On est arrivé sur 5000, ça veut dire que 500 lits, on donne à peu près 10 comprimés en moyenne par patient. Alors, bien sûr, on s'est posé la question fondamentale de savoir déconditionnement versus surconditionnement. Mais par rapport à ce que j'ai entendu ce matin, on verra qu'il y a toujours des questionnements. Alors, c'est vrai que du point de vue pharmaceutique, ça nous apparaissait important que ce ne soit pas déblystérisé, dans le sens où on avait toujours la peur de l'allergie croisée, que on ne se voyait pas face à ces comprimés nus intervenir en tant que pharmacien. Et puis, c'est surtout les soignants qui, eux, en psychiatrie, pensent que c'est nécessaire de montrer un comprimé qui est dans son blister pour les patients. Il n'empêche que surconditionné, d'un autre côté, on a des déchets, puisqu'on surconditionne même des doses unitaires. Donc il y a vraiment un questionnement là-dessus à avoir. Alors, quand on l'a travaillé de façon très large, c'est-à-dire que ça a impacté non seulement la pharmacie, l'automatisation, mais aussi tout le matériel de transfert qui part vers les services. Et comme on avait voulu travailler de façon globale, on a aussi travaillé derrière des armoires en plein vide, puisqu'on allait faire tomber ces grosses armoires dans les services. Et donc, on a dû adapter aussi notre matériel de transfert et notre matériel de stockage dans les unités. C'était beaucoup plus large. La société retenue, ça a été Ecodex à l'époque, qui maintenant est devenue Dinova. Et on a actuellement ce que l'on appelle un Accès 210, à savoir une ligne de coupe et 2 lignes de cueillette. Qu'est-ce que ça veut dire? La ligne de coupe, eh bien, ça permet, c'est l'entrée dans le système où on identifie une plaquette de médicaments, il y a une découpe paramétrée qui se fait, une mise en sachet dans des boîtes passe, et durant la nuit, ce qui est coupé va passer du côté cueillette. Et on coupe 500 doses à l'heure. Alors ensuite, en cueillette, qu'est-ce que c'est que la cueillette? C'est-à-dire qu'on a les informations qui descendent du DPI, on les arrête à un moment précis, et ensuite ça passe vers le WMS qui est copilote, et ensuite vers le logiciel médian. On a une sortie de 8 piluliers sur un plateau, et on a 2 étiquettes, une étiquette patient et une étiquette par pilulier où on sait exactement ce qu'il faut rajouter à la main par les préparateurs. Donc, on a seulement les formes orales sèches et il y a les rajouts manuels sur ce qu'il n'y a pas dans l'automate, plus tout ce qui est hors livré ou autre forme. Et il y a toujours un double contrôle qui est prévu derrière par rapport aux rajouts manuels. Donc, voilà un petit peu comment ça se présente. La montée en charge, je vois Mélanie dans l'assistance.
qui a bien participé. Donc, on a commencé par l'hebdomadaire, c'était plus simple, ça demandait moins de réactivité. Parce qu'il a fallu, c'est un véritable processus, il a fallu valider tout ce processus. Donc, on a commencé avec l'hebdomadaire, c'était novembre 2014. Ensuite, on est passé à ceux que l'on suivait en bi-hebdomadaire, qui étaient 94 lits, qui étaient les réhabilitations. Et ensuite, on est monté sur les admissions qui sont produites tous les jours, de 2015 à décembre 2018. Et on a fini en 2020. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le circuit est impacté. La prescription est impactée, puisque comme on génère à un moment donné, il faut que, par exemple, les admissions, les prescriptions soient principalement le matin pour qu'on soit au plus juste. Ensuite, la validation pharmaceutique, il faut qu'elle soit réalisée avant justement la mise en production. Ensuite, il y a la préparation des traitements, les livraisons dans les unités, l'administration des traitements. Là aussi, il a fallu revoir toutes les pratiques. C'est-à-dire que c'est patient par patient. On a dit, comme il va falloir finalement ouvrir les sachets, on va prendre du temps, mais on va le faire. On va prendre ce temps pour faire aussi de l'éducation aux patients. Et puis ensuite, il y a eu toute la réflexion sur la gestion des déchets. Qu'est-ce qu'on fait justement de ce petit sachet ? Et alors là, ça a été vraiment une aide considérable. C'est que comme on est en surconditionnement, il y a tout le retour des traitements non administrés. Quand on a présenté ce projet, et ça je ne l'ai pas mis, il faut que je le rajoute, c'est l'aspect communication. On ne va pas monter d'un coup tous les services, c'est non envisageable. Et il a fallu s'adapter à chaque service. Donc il y a eu toute une planification, unité par unité. On savait ce qu'on allait faire un mois avant de travailler avec chaque unité, où on revoyait toutes leurs dotations, où on faisait de la sensibilisation. On allait le jour même, justement, présenter le nouveau système et on faisait des évaluations à 1 mois et à 3 mois. Mélanie peut en parler. Mais très important, communication et vraiment accompagner chaque unité. Le retour des médicaments, eh bien, on l'a quantifié et on sait que 10% des médicaments qui sont dispensés dans les unités nous reviennent. Et donc, on a un temps de retour dans l'automate des sachets qui sont non utilisés. Ça, c'est très important. Les procédures dégradées, bien sûr, l'automatisation, quand ça fonctionne, c'est fabuleux. Quand ça ne fonctionne pas, alors là, ça devient très compliqué. Donc, il a fallu faire face aux pannes mécaniques. Très important d'avoir une redondance de matériel au niveau donc, des cueillettes. On a 2 lignes de cueillettes. Et là, notre élément qui était limitant, c'est qu'on n'avait qu'une ligne de coupe. Quand la ligne de coupe ne fonctionne pas, nous sommes face à des préparatrices qui, en effet, doivent rajouter manuellement. Donc, on a intérêt que les lignes de coupe fonctionnent. D'où on a demandé à bénéficier d'un nouvel automate qui est arrivé pour avoir cette redondance sur la ligne de coupe. Et ça nous a quand même maintenant simplifié. Autre problème, c'est tous les problèmes informatiques. On a des interfaces en tous sens. C'est-à-dire, c'est le DPI qui parle avec le WMS qui est copilote, mais on va passer à Pharma, qui ensuite parle avec l'automate qui est médian et parle aussi avec la GEF pour remonter toutes les imputations. Bon, donc là aussi, on est sur, quand l'informatique ne marche pas, c'est un enfer. Donc là, c'était vraiment l'arrivée de l'EdCut. Pendant des années, on a un petit peu galéré sur notre processus. Là, depuis, je dirais, 5-6 mois, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus fluide. Je me fais le gardien du... Juste un petit peu accéléré, juste un peu. Ouais. Alors ensuite, donc, on a amené dans les services ces piluliers. Ça a fait tomber les armoires de service où on n'avait plus que 90 spécialités en plein vide. Donc gestion des stocks bien améliorée
beaucoup moins de périmés. Et ensuite, derrière, on a voulu associer, on a bénéficié finalement de la possibilité d'achat d'armoires sécurisées avec l'ARS, qui permettait de compléter les différents éléments pour aller le moins possible au CHU et d'avoir des armoires sécurisées avec un grand nombre de spécialités dans 2 unités. Et voici. Voilà, où c'est sécurisé aussi, puisqu'il n'y a que les IDE qui peuvent récupérer et en fonction d'une prescription. Redéploiement des activités. Alors, on s'est posé un petit peu avec Anne-Laure de Bruyne et Anne Colombe, et on a essayé de réfléchir à comment on avait fait évoluer. Alors, on a toujours des activités, je dirais, de base autour de l'automate, où il y a l'automate lui-même, où il y a la partie contrôle, où il y a la partie réception, où il y a la partie... en effet, il y a une personne qui est au téléphone, qui prend tous les appels, il y a le guichet avec les rétrocessions, il y a la délivrance globale. Donc tout ça, ce sont finalement des activités qu'elles font de façon très polyvalente. Mais on a eu des troubles musculo-squelettiques aussi chez les préparateurs. Et on ne met pas un préparateur toute la journée sur l'automate. Ce n'est pas possible. En termes de concentration, en termes de troubles musculo-squelettiques, ce n'est pas possible. Donc, on a des plages de 2 heures d'organisation pour chaque préparateur, avec cette notion déjà de polyvalence sur ces différents domaines. Et puis ensuite, on a voulu redéployer justement ces activités sur les marchés. Ça, on était plus ou moins obligés, puisque les marchés se sont complexifiés, que les ruptures en psychotropes, je ne vous en parle même pas. Ensuite, on a souhaité travailler avec les préparateurs l'aspect conciliation. Donc, il y a des préparateurs maintenant qui font de la conciliation. On a été plus ou moins obligés parce que, on n'avait plus trop d'externes sur la pharmacie et ce sont donc les préparateurs qui ont retravaillé ce domaine. Et puis, comme on voulait être aussi avec des préparateurs qui aient l'envie d'aller vers les unités, il y en a donc certains qui sont davantage dédiés à aller vers les unités de soins, quitte à faire de la formation également sur le bon usage. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on n'a pas du tout diminué notre nombre de préparateurs, puisque nous sommes passés de 6,5 à 8 ETP en 11 ans. Au départ, il faut reconnaître que quand on a eu cette activité qui nous est arrivée de préparation, c'était à 6, c'était quand même très très chaud. Et donc on a pu augmenter et du coup on a pu quand même détacher maintenant des préparateurs avec un temps conciliation médicamenteuse tous les jours, un temps visite, armoire, service, formation tous les jours et des marchés où c'est très important le positionnement de préparateurs qui ont une appétence au marché. Alors nous, on a redéployé nos activités. On avait un petit goût avec Anne-Laure de Bruyne sur la pharmacie clinique et on y est allé. Donc, sur la conciliation médicamenteuse, ça s'était mis en place en 2013. Ensuite, on a travaillé un petit peu... alors, l'analyse pharmaceutique, ça c'est le cœur de métier. On essaye de tenir le fait de valider tous les jours à 100%. On est sur le renouvellement et l'adaptation des prescriptions. Ça y est, on a démarré. Pourquoi ? Parce qu'on participe au staff. Et je vous montrerai que c'est vrai qu'on peut faire, quand on est présent dans les staffs, c'est à ce moment-là qu'on peut faire du RATC. Les entretiens pharmaceutiques, on les développe, mais juste au niveau senior. Ce n'est pas si facile que ça à faire par les internes. Les questions, on en a de plus en plus, parce que comme on est en service, on nous pose des questions. Et puis, l'éducation thérapeutique, on y tient également. Alors ça paraît complètement, mais voilà un petit peu, ça c'est notre feuille de route, les pharmaciens, comment on est organisé. Donc on voit que chacun d'entre nous, on est quand même sur la pharmacie clinique. On est référent de différentes unités. Alors par exemple, vous voyez, moi le lundi matin, je suis à Falleray et je suis sur la pédopsie l'après-midi. Quand on prépare des staffs, ça veut dire que pendant 2 heures, on va préparer un staff, on regarde
tous les patients, on regarde la biologie, on regarde où ils en sont de la clinique et les interventions que l'on souhaite faire. Et quand on est en staff, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de faire de la déprescription, à reposer la question de chaque ligne de traitement. Est-ce qu'il y a une indication? Il n'y a pas d'indication. Les 6 besoins, il les prend ou il ne les prend pas? On les enlève, ces 6 besoins. Les gouttes, est-ce qu'on les transforme en comprimés? Donc, et puis, du coup, on nous pose pas mal de questions. Mais c'est ça qui nous semble très important, c'était cette présence en staff. Donc, on a 19 unités sur 25 qui sont avec un staff où il y a une présence. Alors, si on parle performance, la capacité de production, oui, j'y crois, on l'a. On l'a parce qu'on prépare quand même 90 patients à l'heure par ligne de cueillette. C'est-à-dire qu'à Perrin, on est quand même en capacité de produire 180 patients à l'heure. Alors après, il va falloir rajouter les éléments, les autres formes galéniques. Il va y avoir un contrôle. Mais je pense qu'en capacité de production, 180 patients à l'heure, c'est quand même pas mal. Alors, efficacité, oui. Coût? Bah oui, les coûts, bien sûr qu'il y en a des coûts. Les coûts, l'achat de l'automate, je ne les ai pas écrits, mais je peux vous les dire. Quand on a acheté l'automate, à l'époque, on l'a acheté 500 000. Ça, c'était... voilà. 500 000, et ensuite il y avait tout l'aspect formation, mise en place, et on était en dessous du million sur une année. Le coût annuel de maintenance en ce moment, c'est entre 80 à 100 000 euros par an, du fait d'avoir l'accès, l'EdCut et d'avoir les armoires sécurisées. Le coût annuel des consommables, qu'est-ce que c'est les consommables? C'est les sachets, c'est les encreurs pour... l'impression, c'est les étiquettes, et on est environ à 50 000 euros par an. Alors, si on évalue, en RH, on n'a pas diminué, on a redéployé notre personnel. Quand on a fait des audits, avant on faisait un petit peu de préparation manuelle, on était à 10% d'erreurs. Maintenant, on sait qu'on est à moins de 1% d'erreurs. C'est très important aussi, lorsqu'on fait... de continuer ces démarches d'audit. Et puis de suivre des indicateurs. Alors, il y en a qui nous sont fournis par requête, par le fournisseur. Donc, ça permet de savoir un petit peu où on en est de nos différents indicateurs. On a fait aussi une étude où on s'est posé la question de tous les risques que ça générait, où étaient nos éléments risques dans notre circuit. Les éléments risques dans notre circuit au niveau de la PUI, c'est l'analyse d'ordonnance, où il faut vraiment être très présent, parce que c'est là qu'on voit tous les problèmes qu'il peut y avoir pour l'automatisation par la suite. Donc ça reste l'analyse d'ordonnance, et c'est tous les rajouts manuels des préparateurs. Finalement, les sur-risques, ce n'est pas l'automate, c'est comment on se réorganise autour. Donc en conclusion, la capacité de production, oui, on l'a. Sécurisation du circuit du médicament, oui, je pense qu'on l'a. L'optimisation des stocks, oui, parce qu'on a les retours. On a les retours, et ça, c'est très important, et on gagne du temps là-dessus. Les faiblesses, c'est le coût, clairement. C'est le sens de ce travail pour les PPH. Alors là, j'y ai mis, oui, parce qu'il y en a, ils ne s'y retrouvent pas du tout. Hein. Alors, vous allez avoir des préparateurs, ils vont détester l'automate. Et puis, le fait, on ne peut pas mettre un préparateur toute la journée là-dessus. Ce n'est pas possible. Ils perdent du sens là-dedans. Donc, il faut absolument, en effet, redéployer les activités. Et puis, il faut des compétences spécifiques, parce que il y a des préparateurs, ils ne sont pas faits pour travailler avec un automate. Et ça demande vraiment des compétences, et oui, de la mécanique, et oui, de l'informatique. Donc, l'appétence là-dessus, ouais, faut l'avoir. L'opportunité, clairement, ça nous a permis de redéployer nos activités. Et puis, c'est les possibilités de sous-traitance. Travailler une sous-traitance, c'est pas simple. Parce qu'il va falloir travailler avec un autre établissement,
sur l'informatique, comment ça va communiquer, sur la logistique. Donc on est là-dedans, mais c'est loin d'être simple. Et les menaces, ma grande peur, c'est la cyberattaque. Alors là, s'il y a une cyberattaque, on va le travailler. Je ne sais pas, on est en capacité dans la procédure dégradée de reproduire la veille, mais si ça dure un mois, tout notre système tombe à plat, je ne sais pas comment ça peut se passer. Et puis l'autre questionnement aussi, c'est l'obsolescence. Bien sûr qu'on a des appareils qui commencent à vieillir. Heureusement qu'on a l'automate qui est arrivé, tellement on sentait déjà l'obsolescence. Pour faire partie du QAP, et c'est très important de faire partie du QAP, il y a quand même des nouvelles formules, de nouveaux systèmes qui sont en train d'arriver. Donc peut-être pas... Alors je sais qu'il y a ce système qui... Peut-être juste dire ce que c'est le QAP. Club des utilisateurs d'automates, voilà. Et P, je ne sais plus, mais voilà. De production. Mais il y a de nouvelles formes qui vont exister et on est dans un moment charnière en ce moment, justement, avec l'intégration entre surconditionnement, déconditionnement. Voilà, un petit peu où on en est. Merci. Merci beaucoup, mesdames, pour vos interventions. Très complémentaire, merci beaucoup. Donc, j'espère que pour les établissements qui ne se sont pas encore lancés, et surtout les directeurs, que ça vous a donné des idées. On va prendre quelques questions, même si on est un peu en retard, mais je pense que c'est important de répondre à vos questions sur ce sujet. J'aurais imaginé qu'il y en aurait, mais... Oui, une question. Attendez, on va vous donner le micro. Comme ça, on vous entendra bien. Du coup, qu'est-ce que vous faites des sachets? Vous les mettez à poubelle verte ou vous les recyclez ou pas? Alors, il y a une filière spécifique. Qui est? Parce que nous, on l'a à l'hôpital Marin et on les met à la poubelle verte, personnellement. Alors, non, ça a été travaillé avec justement la responsable des déchets, où on a... une nouvelle filière, une nouvelle type de poubelle où tous les sachets sont mis à l'intérieur et sont récupérés pour que ensuite ce soit réutilisé au niveau de la filière plastique. Et c'est à coût, il n'y a pas de coût, de surcoût pour l'établissement là-dessus. Merci. Barbara Lortal, Bergonier. Moi, j'ai une question plus pour Madame Hazard. Effectivement, comme l'a très bien dit Emmanuel, on perd du sens sur les préparateurs. Ils deviennent un peu plus mécaniciens, un peu plus informaticiens. Donc, on se pose la question de l'arrivée de nouveaux personnels dans les PUI. Je voudrais bien avoir l'avis de l'inspection sur ces nouveaux métiers, parce qu'à n'en pas douter, si on utilise beaucoup de robots, notamment dans les chimios qui va nous concerner, je pense que les métiers, c'est plus du tout des métiers de préparateurs. Et on sait par expérience que certains gros sites qui ont utilisé d'autres personnels que des préparateurs se sont fait attaquer. Et moi, je voudrais bien avoir l'éclairage, en tout cas réglementaire, de ce qui est possible ou pas. Merci. Justement, ça fait partie du corpus réglementaire qui, pour nous, est aujourd'hui assez figé, si j'ose dire, et qui nécessiterait d'être revu. Je sais qu'il y a des travaux qui seraient menés, mais sans qu'on y soit associé au niveau des inspecteurs, au niveau de l'ordre des pharmaciens, justement sur le rôle des magasiniers, logisticiens. Mais c'est vrai qu'à ce jour, les seuls professionnels qui peuvent exercer ce contrôle effectif sont les préparateurs qui peuvent manipuler et exercer la pharmacie. Donc les logisticiens, pour nous, ils sont là pour la manutention, ils peuvent aider à la manutention. Mais magasiniers, voilà. Donc aujourd'hui, les textes, ils n'ont pas du tout bougé d'un iota. C'est pas tant les logisticiens, parce que les logisticiens, on sait très bien ce qu'ils font au sein des PUI. C'est vraiment des personnes qui sont spécialisées dans les process industriels, parce que dans l'industrie du médicament, c'est pas des préparateurs qui font sur les chaînes de production. C'est des gens de chaîne de production, c'est des techniciens, et c'est ceux-là en fait, parce que l'automatisation nous fait qu'on passe dans une ère de dispensation et de fabrication industrielle. Or, on est figé dans des règles qui sont celles de la pharmacie dans le temps d'officine.
Et c'est là où il va falloir qu'on travaille tous ensemble, parce que tout le monde, comme l'a très bien dit Emmanuel, ne sera pas capable de s'adapter à un robot. Et pour autant, on va y passer. Hein. Non, mais on vous rejoint sur le besoin d'avoir, je pense, une réflexion globale, et les travaux de l'ordre peuvent permettre de bouger un petit peu les lignes. Et nous, c'est vrai que c'est pareil, on a un corpus qui est assez figé là-dessus. Mais c'est vrai que ça crée de nouveaux métiers. C'est un peu le similaire avec tout ce qui s'est passé sur la qualité. Hein. Ça a généré des créations de nouvelles fonctions, finalement, dans les établissements. Donc, il faut pouvoir accompagner aussi ce changement. Mais aujourd'hui, voilà, je n'ai pas connaissance d'autres textes. Merci. D'autres questions avant qu'on passe à la séquence suivante? Non. Parfait. Merci encore. Et